Au même moment, Raffaello s'est rendu à Orvieto pour s'imprégner de l'anatomie des figures nues déployées par Signorelli dans la Cappella di San Brizio. L'un des épisodes du jugement dernier, qui a pour nom la résurrection de la chair, présente les morts qui se relèvent et recouvrent leurs tissus, leurs muscles jusqu'à leur peau. Cet étalage magistral de corps puissants, mais surtout la variété des poses avec laquelle ils se meuvent, est un tour de force en plus d'être nécessairement un cas d'école. Raffaello a parfaitement conscience que son style est étroitement lié à celui de Perugino, mais il sait aussi que, malgré son aisance technique et son succès déjà éprouvé à Città di Castello, il a encore beaucoup à apprendre. C'est indéniablement sa plus grande force, il ne se repose jamais sur ce qu'il a acquis et cherche continuellement à parfaire son art. De plus, en se précipitant à Orvieto, il démontre clairement sa volonté de tirer des enseignements de ces peintres prestigieux qui constituent ses modèles. Après tout, Perugino et Signorelli ont tous les deux participé aux fresques de la Cappella Sistina. À la fin de l'année 1501 ou au début 1502, on le trouve à Pérouse, et ne disposant pas lui-même d'un atelier sur place, il se trouve associé à deux anciens élèves de Perugino, Berto di Giovanni et Domenico Alfani, qui devinrent assez vite ses assistants. Alors que Perugino vient d'être sollicité pour décorer la Cappella del Santo Anello de la cathédrale di San Lorenzo, eux reçoivent une commande de la part des sœurs du couvent Sant'Antonio, la conception du retable Colonna. La simèse elle-même n'est pas très originale, car elle reprend, en plus simplifié, celle du polyptyque de San Pietro. Mais le panneau central, lui, présente des particularités intéressantes, à commencer par l'enfant Jésus qui est habillé. D'après Vasari, cette exception iconographique s'explique par une requête provenant expressément des sœurs du couvent, qui avaient évoqué cet ardent souhait. Le fait de le voir ainsi chastement vêtu ne risquait pas d'heurter leur sensibilité et d'être déplacé vis-à-vis de leurs vœux de nonne. Du point de vue stylistique, cette fois, les personnages s'intègrent bien mieux dans l'espace pictural, avec une présence très marquée, notamment grâce aux ombres portées qui se répercutent sur les degrés des marches de l'escalier, comme celle de Saint Paul à droite. Ils ont aussi une consistance beaucoup plus visible, par exemple dans le travail des drapés, où l'on sent le poids des corps et des vêtements. Les effets lumineux sont très convaincants, surtout dans le manteau de Saint-Pierre qui, au-delà de sa couleur jaune très éclatante, nous présente une grande variété de reliefs, qui met en évidence les qualités sculpturales de la figure. Les visages masculins sont par ailleurs très individualisés, alors que ceux des personnages féminins restent stéréotypés et identiques malgré l'orientation différente des têtes. Comme le retable Baronci, le retable Colonna a été démantelé et ses morceaux ont été dispersés. Nous comptons en tout 5 autres panneaux qui constituaient la prédelle. Ceux qui étaient placés directement sous les colonnes représentent deux saints dont l'identité est déterminée par les commanditaires et le lieu de destination de l'œuvre, des sœurs suivant l'ordre franciscain dans le couvent Sant'Antonio. Ils se placent au-devant d'un fond indéterminé, plutôt abstrait, à cause des couleurs très sourdes et de son aspect désertique, mais pas neutre, puisqu'il y a un sol sur lequel s'étale leur ombre, et donc une profondeur, un horizon et un ciel. Ils encadraient 3 scènes dédiées au cycle de la Passion. Le Christ au jardin des Oliviers, dans lequel il prend conscience des événements à venir, la montée au calvaire, dans lequel il est, après son procès et les outrages, contraint par les soldats de porter la croix sur laquelle il sera cloué, une scène qui n'est pas présente dans ce programme, puisque le 3e panneau le montre déjà descendu et mort, placé sur les genoux de sa mère. Le second panneau, par son format étiré, se développe en frise, c'est-à-dire par une succession de personnages évoluant en fil, ce qui ne les empêche pas d'être entremêlés et de former de véritables groupes. Cela ne nous donne déjà plus la même impression que dans les compositions de Perugino, où les personnages sont séquencés, compartimentés. Nous sentons que, grâce à la leçon anatomique de Signorelli, Raffaello arrive peu à peu à se libérer du caractère statique de la prédelle du retable Baronci. Ces figures commencent à s'animer plus efficacement et à proposer une multitude d'actions énergiques. L'évolution stylistique se ressent aussi dans le décor. Les arbres ont un tronc toujours frêle et droit, mais leur feuillage est moins massif, plus clairsemé et aérien. De manière générale, le paysage est assez étonnant, car s'il ne présente pas réellement de continuité chromatique ou physique entre les panneaux, il se poursuit pourtant grâce au type de végétation ou encore par ce premier plan très plat qui dégage la vue du spectateur et facilite le déroulement narratif. Raffaello gagne en légèreté en employant des couleurs très claires qui adoucissent l'effet de lointain et mettent en valeur les personnages avec leur tenue, tout en permettant de les distinguer facilement parmi les autres figures du groupe. C'est ce que l'on nomme des couleurs locales qui sont octroyées à des figures bien précises.
Les sœurs de Sant'Agostino, satisfaites de son travail sur le retable Colonna, recommandèrent Raffaello à d'autres amateurs d'art de Pérouse avant même que l'œuvre ne leur soit livrée. Il reprit ainsi des tableaux de dévotion privés, comme la Madone d'Ottavelli, que l'on attribue habituellement à Perugino en raison des maladresses et des formes considérées comme plus archaïques qui s'y trouvent. Il est vrai que l'on ressent l'exemple de cette Madone dans le retable Tezzi et avant cela dans la Vierge de la Consolation, mais ce ne serait pas la première fois que Raffaello s'approprie une figure d'une œuvre de son maître. Et mis à part le modèle du dessin, la Madone d'Ottavelli ne saurait être de la main de Perugino. Des maladresses il y en a, notamment la stature très haute de la Vierge par rapport aux deux enfants, ou encore une ligne un peu grossière qui confond les cheveux et le contour de la joue. Mais de nombreuses qualités doivent être soulignées. L'enfant Jésus est enveloppé dans un linge transparent qui est uniquement rendu visible grâce aux plis volontairement mis en évidence. Autrement, il finit par se fondre sur le torse et l'avant-bras sans jamais plus se dévoiler. Il s'agit d'un jeu très habile qui nous suggère la présence de ce voile. Pourtant, Raffaello ne l'a peint nulle part ailleurs. De plus, la jambe gauche de l'enfant Jésus se recroquevillait timidement sous sa jambe droite dans le retable Tezzi ou la Vierge de la Consolation. Or, le pied se détache très nettement ici et rappelle celui de la Madone Solli. Le motif de la main de Marie qui accompagne le petit Saint Jean-Baptiste est tiré de l'art de Perugino, mais Raffaello a su le faire sien dans toutes ses autres œuvres de dévotion jusqu'à présent, la Madone van der Roop, Soli et même le Saint Sébastien. Il a su apprivoiser ce détail raffiné jusqu'à lui donner une certaine tendresse, tandis que Perugino se montre trop cassant dans le dessin et jamais assez délicat dans l'incarnation de la peau pour introduire une teinte un peu rosée au doigt, comme c'est le cas ici. En outre, nous devinons que la main dissimulée de la Vierge, derrière l'enfant Jésus, reproduit la même pose symétriquement, mais le seul fait que le corps du bambin la cache pour éviter d'avoir une répétition est un choix judicieux, là où Perugino ne se gênait pas pour déployer les effets miroirs au sein d'une même composition. Depuis la Madone Solli, même le contour de la joue s'explique. Il a fallu contrarier, maltraiter la forme du visage pour commencer à le libérer du carcan ovale que lui a imposé Perugino, et c'est ainsi que Raffaello a pu parvenir à la Madone Pasadena. Cette fois, le menton est plus pointu, le front moins proéminent, les sourcils moins longs et les ombres beaucoup mieux fondues avec la peau pour ne pas qu'elle marque à outrance la sérénité de l'expression. Les lèvres restent pincées et gourmandes, cela dit, mais un vrai pas a été engagé dans l'affranchissement du canon pérugien. Raffaello a repris le motif du livre que la Vierge présente cette fois à l'enfant pour lui montrer la voie à suivre, et tous deux, malgré la tragédie qui les attend, échangent, en plus du regard et du sourire, des gestes très affectueux. Séparé de l'arrière-plan par le même parapet que le portrait de l'homme anonyme de Vienne, le paysage, dont la hauteur de la ligne d'horizon est identique, offre une nature en tout point similaire. Seule la clarté est vraiment différente. Sinon, le détail du château avec sa tour ronde au toit pointu et ses terres vallonnées encadrant un point d'eau ne font que le rappeler. Un arbre à droite est toutefois présent pour nous indiquer que le tableau se réalise après ou pendant le retable Colonna. À Pérouse, Raffaello se charge encore de dresser le portrait de cet homme, lui aussi non identifié. Mais il est probable, grâce à son succès en ville et en dépit des hypothèses actuellement avancées, qu'il y établit le physique du seigneur des lieux, Gian Paolo Baglioni, qui a gagné sa souveraineté au prix d'un massacre. Vous voyez les noces pourpres ? Plusieurs familles influentes se déchiraient pour s'accaparer le pouvoir à Pérouse, et une fois que les Baglioni l'ont arraché, ils se sont entretués lors de la célébration du mariage d'un des leurs. Gian Paolo n'est apparemment pas celui qui est à l'origine du carnage, disons simplement qu'il en a réchappé. Un portrait est un excellent indicateur de confiance de la part du modèle, certainement le signe que l'ordre a été rétabli, qu'il souhaite affirmer son autorité et ou célébrer sa victoire. Le sujet est vu de façon frontale, mais il détourne le regard pour prendre une certaine distance avec le spectateur. Son expression sévère, les sourcils froncés, l'œil nonchalant et les narines ouvertes, est bien nourrie par un physique qui l'est tout autant, visage un peu rond mais mâchoire carrée, et des lèvres boudeuses. À la clarté du visage et du ciel s'oppose l'austérité des vêtements sombres. Baglioni est un amateur d'art, mais c'est aussi, à cause du contexte de Pérouse et du reste de l'Italie, un militaire qui ne souhaite pas afficher un faste déplacé. S'il s'agit bien du seigneur de Pérouse, ce tableau est pour Raffaello un excellent témoin démontrant une situation sociale et financière assez confortable. Le fait qu'il soit de nouveau demandé à Città di Castello ne peut pas contredire cette popularité naissante. Il y est sollicité par un ami d'Andrea Baronci, Domenico Tome Gavari, pour qui il orne la chapelle familiale de San Domenico avec un retable.
Afin d'établir les poses des saints entourant le Christ sur la croix, Raffaello combine deux œuvres, à savoir le retable Tezzi, pour le registre inférieur avec Saint Jérôme et Saint Sébastien, lequel devient Sainte Marie-Madeleine sur la crucifixion monde, et le modèle plus ancien du triptyque Galésine, qu'il avait déjà utilisé lors de son premier travail, dont il tire cette fois les figures de la Vierge et de Saint Jean. Il faut noter que ce dernier déteint aussi sur la Vierge dans le cas de ce panneau. La partie céleste voit deux anges, typiques de la manière de son maître, s'empresser de recueillir le sang du Sauveur, et au-dessus, le soleil et la lune, qui tiennent le rôle de l'alpha et de l'oméga, signifiant le début et la fin de toute chose. Connu comme un suiveur de Perugino, il est possible que ses clients le recherchaient justement pour ses capacités d'imitateur. Pourtant, la signature qu'il dépose à la base de la croix, il s'agit en plus de la première. Raffaello Urbina Spe, sous-entendu Pinxit, autrement dit Raffaello d'Urbino a peint en latin. Si elle est à la fois signe de la réussite de cette entreprise, donc source de fierté personnelle avec la satisfaction du commanditaire qui l'accompagne, montre surtout sa prise de conscience et une affirmation de sa valeur propre. Plus qu'un imitateur de Perugino, Raffaello est un artiste prisé et apprécié, possédant ses propres qualités et qui les met en œuvre dans chaque projet qui lui est confié. La crucifixion monde, par exemple, à défaut d'être originale ou audacieuse, offre une scène très équilibrée et rationnelle, dictée par la symétrie, voire la rigueur mathématique, où se ressent l'héritage de la culture d'Urbino. Comme les autres, le retable Gavari incluait une prédelle, dont deux des scènes sur les trois qui existaient nous sont parvenues. Il s'agit de Saint Jérôme ressuscitant trois morts et de Saint Jérôme sauvant Silvanus et punissant l'hérétique Sabinien. Là où les paysages ne varient pas énormément entre eux, les personnages acquièrent une plus grande vitalité, non seulement grâce à leurs actions, mais aussi avec les limites fixées par le panneau. Le support coupe les corps et suggère la continuité des scènes au-delà de la surface peinte. Maddalena Baglioni degli Oddi requérant ses services, Raffaello repart pour Pérouse afin de réaliser un autre retable destiné, lui, à la Chiesa di San Francesco al Prato. Ce dessin préparatoire, issu de la collection du musée du Louvre, est en vérité une copie assez précise du verso du retable Monterripido, illustrant le couronnement de la Vierge. Un thème que Raffaello doit traiter selon le choix de sa cliente. Sa mise au carreau permet à Raffaello d'établir et de reporter assez rapidement sur le support l'aspect général de la composition. Mais il s'emploie à retravailler la figure de la Vierge, qu'il fait légèrement pivoter pour apporter plus de profondeur dans la partie céleste. Il va plus loin en ne les englobant pas dans une mandorle, et les plaçant plutôt au milieu d'anges musiciens qu'il obtient en faisant poser des modèles. On note d'ailleurs, dans la gestuelle de celui qui joue du tambourin par exemple, une lointaine réminiscence de la muse Erato faite par son père. Raffaello a conscience qu'en reprenant l'œuvre de Perugino, il se heurte encore au problème d'une séparation nette entre les registres inférieurs et supérieurs. Pour y remédier, il entreprend de suggérer avec cette superposition de registres le thème de l'Assomption, en ajoutant simplement son tombeau. Ceci apporte de nombreux atouts. Le premier est d'occuper le vide laissé sans raison par les personnages dans l'œuvre de Perugino. Et comme nous avons pu le remarquer, Raffaello ne s'est pas seulement appuyé sur le retable de Monterripido pour l'aider à composer les figures des apôtres. Encore une fois, le polyptyque de San Pietro s'impose comme une source d'inspiration, surtout en ce qui concerne les trois figures centrales parmi lesquelles se trouve saint Thomas, l'incrédule. Le tombeau de la Vierge permet à ce dernier de se saisir de sa ceinture, seul reste de sa dépouille sur terre pour lui permettre de croire à son élévation. Le troisième et dernier atout du tombeau, c'est d'apporter, comme l'orientation du corps de la Vierge, de la profondeur, puisque le surplus de personnages obstrue le paysage à l'arrière-plan. Là près d'elle n'a heureusement pas été dispersée. Elle est constituée de 3 épisodes. L'Annonciation, dont nous conservons le dessin qui a servi de carton à l'œuvre définitive, qui nous montre de surcroît la dette de ce retable envers une 3e œuvre de Perugino, la prédelle du retable de Fanno. L'Adoration des Mages, qui profite, comme la montée au calvaire du retable Colonna, du format très étiré de la prédelle pour développer les qualités narratives de la scène. Et la Présentation au Temple, qui est aussi directement tirée de la prédelle du retable de Fanno. Toutefois, Raffaello n'a pas eu le temps d'achever le chantier, la faute à une situation politique de plus en plus épineuse. Sur mandat du pape, le gonfalonier de l'église, Cesare Borgia, s'empare pour son compte et celui de sa famille d'une grande partie de la Romagne dans le but de se tailler un véritable État au centre de l'Italie. Ces plans de conquête le font nécessairement marcher sur la ville natale de Raffaello.
Le duc Guidobaldo est contraint de s'enfuir, et Cesare entre conséquemment dans la ville d'Urbino le 21 juin 1502, aidé par Leonardo da Vinci. Cesare ne met cependant pas la main sur l'héritier du duché, Francesco della Rovere, qui a été mis en lieu sûr auprès de son oncle, le cardinal Giuliano della Rovere. Pour conserver son souvenir malgré la distance qui les sépare, la sœur de Guidobaldo, Giovanna della Rovere, commanda le portrait de son fils à Raffaello. Le modèle est vu de 3/4, les mains posées sur une surface plane qui instaure un peu de distance avec le spectateur. Dans l'une d'elles se trouve une pomme, un élément symbolique qui se rapporte à la mythologie grecque, et qui pourrait confirmer l'identification du portraituré. Cette pomme, à la peau dorée, se rapporte à celle que Paris offre à la divinité qu'il choisit pour remporter un concours de beauté, exactement comme Guidobaldo Ier de Montefeltre, qui choisit Francesco comme son héritier. Sa tenue très faste, large et rouge, doublée de fourrure, n'est pas celle d'un petit notable de bourgade, mais bien la marque d'un noble issu d'une lignée puissante. Son visage maigre, accentué par un nez étroit et des lèvres fines, met en avant son expression un peu hautaine. Un paysage doux s'étend derrière lui et apparaît comme un prolongement de son attitude sereine. Mais il ne s'agit pas de la seule œuvre que Raffaello a exécutée pour les Della Rovere. Pendant son exil, Francesco reçut en effet, des mains du roi de France, l'ordre de Saint-Michel, une distinction qui souhaitait conserver l'esprit chevaleresque chez ses membres. Et c'est cet esprit qui transparaît dans ces deux autres œuvres qu'il peint pour Giovanna della Rovere, probablement destinées à être offertes à Louis XII en remerciement. Ceci semble être confirmé par la présence très précoce de ces panneaux en France, qui constituaient à l'origine un diptyque, séparé seulement au XVIIe siècle. De dimensions très modestes, le petit Saint-Michel est représenté selon l'usage, en train de terrasser un dragon, autrement dit le mal ou le diable. Mais ce qui est le plus impressionnant reste dans un premier temps le bestiaire de monstres difformes et affreux, qui font beaucoup penser à l'œuvre de Hieronymus Bosch. Et dans un second temps, le paysage rougi par la ville en flammes, de laquelle s'échappent des nuages gonflés qui assombrissent le ciel en diffusant une atmosphère inquiétante, que le maître flamand développait un peu plus tôt. À bien des égards, ce panneau se distingue des autres œuvres de jeunesse de Raffaello, mais nous reconnaissons bien le motif du château à proximité du sujet principal, et même la pose de Saint-Michel dans un élément de la prédelle du retable Gavari. Beaucoup plus proche de ce que nous avons déjà vu, Saint Georges et le dragon qui lui fait pendant poursuit la thématique du triomphe du bien sur le mal en illustrant une lutte éternelle, puisque l'ennemi n'a toujours pas été abattu, et acharné, comme l'évoque assez efficacement la lance brisée sur le sol. D'autres notions chevaleresques sont plus longuement exprimées dans ce volet, la témérité, le courage, la force. La figure de la demoiselle en détresse y ajoute le sentiment galant, courtois, et le plus important, l'abnégation du chevalier face au danger, qui intervient en faveur d'une cause juste, voire se sacrifie pour sauver plus faible que lui. Le chevalier défend les opprimés, il s'oppose aux oppresseurs. Et en cette année 1502, rien ne semblait mettre un frein aux ambitions de Cesare, dont le succès militaire était perçu comme un danger imminent et une insulte pour les seigneurs locaux. Le 9 octobre 1502, au château de Magione, certains d'entre eux organisèrent une conspiration. Il y a parmi eux des membres de la famille Orsini, dont le cardinal Giovanni Battista Orsini, qui nourrissait peut-être l'espoir de succéder à Alexandre VI. Le seigneur de Fermo, celui de Città di Castello, Vitellozzo Vitelli, ou encore Gian Paolo Baglioni, seigneur de Pérouse. Leur but est de restaurer les Montefeltre sur le trône ducal d'Urbino, en menant des actions militaires, mais aussi en encourageant les émeutes des habitants, désormais sous le contrôle des Borgia. Cesare ne perdit pas son sang-froid, et pour contrer leurs desseins, il les dressa simplement les uns contre les autres, en leur proposant tour à tour des récompenses extravagantes s'ils venaient à trahir leurs complices. Divisés pour mieux régner. Lorsque la tension finit par monter entre eux et que certains préférèrent s'exiler, comme Baglioni, il les invita à dîner le 31 décembre 1502, puis les emprisonna. Le cardinal Orsini devait être empoisonné dans les cachots du Castel Sant'Angelo au mois de février 1503, tandis que Vitellozzo Vitelli, par exemple, fut étranglé la nuit même, quelques heures ou minutes avant le 1er janvier. Et bonne année. Cesare ressortit donc de cette crise encore plus fort qu'avant, et décida de s'accaparer les villes du centre de la péninsule, désormais sans seigneur, comme Città di Castello, Pérouse ainsi que Fermo. Raffaello, privé de ses commanditaires, est contraint de quitter Pérouse, laissant derrière lui des travaux inachevés, et sur la demande du peintre Pinturicchio, il partit le rejoindre à Sienne, où celui-ci avait été chargé par le cardinal Francesco Todeschini Piccolomini, depuis le mois de juin 1502, de réaliser le décor de la bibliothèque de la cathédrale, appelée Libreria Piccolomini.
Pinturicchio avait besoin d'un assistant pour l'aider à élaborer les figures, et même s'il adapta les dessins de Raffaello en ne les suivant pas précisément, ceci permit néanmoins au jeune peintre de se confronter plus activement que lors du chantier de la Sala delle Udienze à un programme de grande échelle. Alors qu'il se trouve à Sienne, un membre de la famille Borghese, Scipione di Tommaso, qu'il ne faut absolument pas confondre avec le cardinal Scipione Caffarelli Borghese, né presque un siècle plus tard, pourrait être à l'origine de la commande d'un coffret précieux décoré par 2 panneaux qui constituaient les faces de son couvercle. Celui qui devait orner l'extérieur présente un guerrier endormi, en tenue de soldat romain, qui n'est pas complètement identifié. Cependant, l'iconographie de la scène peut nous renseigner. À droite, une femme très élégante, coquette et parée de bijoux, incarne la voie des vices, directe, courte et tentatrice, qui mène à la satisfaction des sens, aux plaisirs immédiats mais immédiatement consommés. Un choix de vie aux récompenses faciles mais dénué de moralité ou de décence. À gauche, une autre femme, beaucoup plus discrète dans sa tenue que la précédente, symbolise la voie de la vertu. Longue, escarpée, tortueuse et périlleuse, elle nécessite sérieux, effort et étude, mais gratifiante. Un choix de vie basé sur le devoir, susceptible d'apporter honneur et gloire éternelle. 2 figures antiques peuvent être compatibles avec ce thème dit de la croisée des chemins. Le premier n'est pas mythologique, il s'agit du général romain Scipio Africanus, qui a fait preuve de clémence en renonçant à épouser la fille du roi de Carthage, écoutant la voix de la raison et de la générosité plutôt que celui du cœur et de l'égoïsme, et surtout en ne cédant pas à son droit de conquête qui aurait été le plus strict. C'est plus complexe, mais cette idée est celle qui est érigée au rang de modèle de l'homme idéal. L'hypothèse de Scipio Africanus est très plausible puisqu'elle justifie la tenue que porte le soldat tout en établissant un lien direct avec le nom du commanditaire potentiel, Scipione di Tommaso Borghese. Cependant, l'histoire de l'art a toujours favorisé la représentation du général rendant sa décision, plutôt que rêvassant entouré de figures allégoriques, ce qui en revanche concorde avec un autre guerrier vénéré par les Romains, le héros et demi-dieu Héraclès. C'est lui qui est normalement sujet à l'épisode de la croisée des chemins, à la suite duquel il entame ses travaux et accède à la gloire. Cependant, Héraclès se distingue au moins par la présence de sa massue, absente dans l'œuvre de Raffaello. Les 2 hypothèses se tiennent, et comme nous ne pouvons pas en favoriser une, le guerrier endormi est à considérer comme un chevalier. Cette identification a l'avantage de garder ses distances avec ce débat que l'on ne saura probablement jamais résoudre, tout en faisant le lien avec la précédente thématique du diptyque réunissant les saints Michel et Georges. Le second panneau tire son inspiration d'une sculpture toujours placée au centre du fastueux décor de la Libreria Piccolomini. Il s'agit de la copie romaine d'une statue grecque disparue représentant les Charites. Gratiae, et pas les grâces si vous préférez la version latine. Euphrosine, Thalie et Aglaïa, des figures encore une fois mythologiques que l'on trouve souvent aux côtés d'Aphrodite, incarnant respectivement l'allégresse, l'abondance et la splendeur, autrement dit des aspects de la générosité de la vie et même du don des dieux ou des cieux lorsque l'on considère la beauté et les talents. Plus que de l'inspiration, le panneau de Raffaello propose une véritable restauration de ce groupe fragmentaire en peinture, reprenant l'essentiel des poses et imaginant les parties lacunaires. Formant une ronde, il les interprète tenant chacune une pomme. Ces femmes peuvent ainsi être vues comme les filles d'Atlas qui offrirent à Héraclès les pommes du jardin des Hespérides en récompense de son haut fait. Mais au-delà de l'identification du chevalier, et bien qu'il ait pu côtoyer des pièces de collection du temps de son père, à Urbino, nous pouvons observer depuis ce panneau le contact le plus tardif mais véritablement avéré de Raffaello avec l'Antiquité. Le chantier de la Libreria Piccolomini a également été le théâtre important de la rencontre de Raffaello avec un artiste florentin du nom de Michelangelo Buonarroti, venu lui aussi exécuter une commande pour le cardinal au sujet de l'hôtel Piccolomini qui prévoyait au total 15 statues. Cependant, le 18 août 1503, Alexandre VI meurt, peut-être à cause d'une tentative d'empoisonnement sur la personne du cardinal Adriano Castellezzi, ou di Castello, alors que Cesare, présent lui aussi lors du banquet, survit. Le cardinal Piccolomini est élu à sa place le 22 septembre sous le nom de Pie III et fait interrompre tous les travaux entrepris à Sienne. La disparition de son père et cette élection sonnent le début de la fin pour les Borgia, et surtout pour Cesare, qui est contraint de quitter le Vatican.
Pie III n'engage rien à son encontre et le laisse partir, prétextant que Dieu le jugera pour ses actions. Cette neutralité n'est donc pas un obstacle à Cesare, ni même le fait que Guidobaldo reprenne la forteresse San Leo. Ce qui le précipite, c'est la mort du pontife seulement un mois après son élection le 18 octobre. Disparition qui entraîne une nouvelle élection le 1er novembre, où le cardinal Giuliano della Rovere, ennemi personnel d'Alexandre VI et des Borgia en général, est placé sur le trône de Saint-Pierre sous le nom de Jules II. Le nouveau pape le démet de ses charges, lui confisque ses biens et ordonne son arrestation. C'est finalement Baglioni, seul rescapé de la conjuration de Magione et qui avait dû le fuir, qui parviendra à le mettre en cage en 1504. L'ère des Borgia s'achève et un doute subsiste sur la présence de Raffaello au couronnement de Jules II, le 5 décembre 1503, car il est possible qu'il y assiste en remerciement des œuvres qu'il fit au neveu du nouveau pape, mais aussi grâce aux Montefeltre qui sont de retour dans leur fief d'Urbino. Très satisfaits par les commandes de Giovanna della Rovere qui ont été honorées pendant leur exil, ils engagent Raffaello pour une série de 3 portraits menés conjointement selon toute probabilité. Celui d'Emilia Pia da Montefeltro, née Di Carpi, qui était la belle-sœur d'Elisabetta Gonzaga, puisqu'elle avait épousé le frère du duc, Antonio, et ceux du couple ducal, Elisabetta Gonzaga elle-même et Guidobaldo, que je vous présente depuis un bon moment déjà. Tous reprennent l'aspect très frontal du portrait de Gianpaolo Baglioni, mais seulement celui d'Emilia Pia da Montefeltro, avec ce fond neutre et cette tenue sobre, semble inachevé. À vrai dire, et en raison des grandes ressemblances physiques entre les modèles, il paraît même être un essai avant l'exécution du portrait d'Elisabetta Gonzaga. Sans vraiment repousser le buste et en élevant légèrement les épaules, la portraiturée est plus distante et sa robe beaucoup plus visible, ce qui laisse les motifs géométriques et dorés jouer un rôle très décoratif et attirant. Derrière, le paysage apporte de la fraîcheur et est encore plus doux que celui au devant duquel se place son époux. Ce tableau, s'il reste très proche des deux autres, se distingue néanmoins par des dimensions plus importantes, tout en plaçant le modèle dans un intérieur. Est-ce l'ultime gage de satisfaction de ce prince pour avoir reconquis son duché ? Raffaello est lui aussi en capacité de retourner à Pérouse, où il peut achever le retable Oddi et entamer d'autres œuvres religieuses. Il reprend le thème des Madones avec la Vierge Conestabile qu'il peint apparemment pour le trésorier de la chambre pontificale du nom d'Alfonso dei Diamanti. Un nom de luxe qui va avec sa charge de trésorier. Exploitant de nouveau le détail du livre ouvert ainsi que le motif utilisé dans la Madone van der Roop, l'évolution stylistique n'en est pas moins indéniable, le corps de l'enfant restant le plus convaincant. Le tableau est également le premier tondo, c'est-à-dire en forme de disque, qu'il réalise. Puis il quitte Pérouse pour retourner à Città di Castello. La famille Albizzi souhaite en effet le voir interpréter le mariage de la Vierge de Perugino. La confrontation révèle autant l'enlisement du style de l'ancien maître que les progrès du jeune élève. La symétrie rythme encore l'architecture, mais il opte pour un temple circulaire homogénéisant l'élévation du bâtiment, ce qui plaide en faveur du fait que Raffaello s'est effectivement rendu à Rome pour le couronnement de Jules II, puisqu'il aurait vu à cette occasion le Tempietto de Bramante. Il y a aussi nettement moins de raideur et de répétition dans ses personnages, autrement dit, il ne brise pas l'animation de sa scène en la compartimentant selon la fresque du Vatican. En décembre 1505, les religieuses de Monteluce le rappellent à Pérouse car elles veulent qu'il reproduise fidèlement le couronnement de la Vierge peint par Ghirlandaio en 1486. Le retable Ansi Dei est probablement l'une des dernières œuvres qu'il achève avant de partir encore de Pérouse. En effet, Raffaello ne cesse de faire des allers-retours, et bien qu'il ne boude pas son succès, il aspire à autre chose. Ceci l'encourage à quitter la ville pour se rendre à Florence, attiré par le duel légendaire qui s'y déroule.